La justice internationale existe-t-elle vraiment? Quel est son poids face aux États? Et puis, s'applique-t-elle à tous? Eh bien, le Dessous des cartes va consacrer 2 numéros à cette question, en essayant d'abord de se repérer dans les différentes juridictions existantes. Il y a plusieurs juridictions internationales. Parmi elles, 2 cours permanentes sont basées à La Haye, aux Pays-Bas, la Cour internationale de justice, qui doit juger des différends entre les États, et la Cour pénale internationale, qui, elle, juge des individus suspectés d'être auteurs de crimes contre l'humanité ou crimes de guerre. Et puis, il y a aussi les tribunaux ad hoc, dont la compétence est limitée à une période de l'histoire et à un territoire. Le tribunal pour l'ex-Yougoslavie est à La Haye, pour le Rwanda, à Arusha en Tanzanie, et d'autres encore pour le Timor oriental, le Sierra Leone, le Cambodge ou le Liban. Eh bien, ces juridictions sont désormais des acteurs des relations internationales, mais sont-elles vraiment indépendantes des États? Eh bien, c'est de cela dont je voudrais parler aujourd'hui. D'abord, la Cour internationale de justice. Cette Cour a été créée en 1946 par et pour l'Organisation des Nations Unies, avec pour fonction le règlement des différends juridiques entre États. Elle peut être saisie avant, pendant ou après un conflit, mais elle est plus souvent saisie pour arbitrer des contentieux, par exemple arbitrer des frontières en litige ou délimiter des droits de navigation. Prenons 2 cas de figure. En 2003, puis encore en 2005, l'Uruguay autorise la construction de 2 papeteries sur le Rio Uruguay à Fray Bentos. On voit sur la carte que ce fleuve fait frontière avec l'Argentine. Et en réaction, des villageois argentins viennent bloquer des routes allant vers l'Uruguay car ils sont inquiets des pollutions que ces usines vont venir déverser dans le fleuve. La situation a créé une tension entre les 2 pays, entraînant une saisine de la Cour par les 2 États. Mais celle-ci a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'intervenir en urgence pour faire arrêter la construction des usines ou stopper les blocus. Elle veut en fait se prononcer sur le fond du contentieux entre ces 2 États. Eh bien voilà un exemple de litige entre États qui peut être traité par la Cour de justice internationale. Deuxième exemple, peut-être plus connu, le mur que l'État d'Israël a construit pour être physiquement séparé de la Cisjordanie où vivent les Palestiniens. En 2003, la Cour internationale de justice est sollicitée par l'Assemblée générale des Nations unies pour rendre un avis sur la légalité de ce mur. Et la Cour conclut que le mur est illégal. Eh bien, un tel avis a évidemment fait beaucoup de bruit, mais pour rien, puisque Israël a poursuivi la construction du mur. Eh bien voilà un avis consultatif de la Cour qui, en fait, pèse assez peu. Là où le droit a évolué au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, c'est que la justice internationale ne s'est pas uniquement concentrée sur la responsabilité des États, mais sur celle des individus, dès lors que sont commis des crimes de guerre contre l'humanité, génocide ou actes de torture. Il s'agit alors d'une justice de type pénal qui peut juger des hommes ou des femmes décisionnaires dans leurs fonctions et qui peuvent être mis en accusation, y compris quand ce sont des généraux ou des chefs d'État. C'est là le rôle des tribunaux pénaux internationaux. Voici quelques exemples. Le tribunal militaire de Nuremberg a ouvert la voie à ce type de justice pénale. De 1945 à 1946, 24 dignitaires nazis y sont jugés et 10 d'entre eux seront exécutés. Le tribunal de Tokyo, à la même époque, juge également les crimes commis par 28 dirigeants japonais. 7 ont été exécutés et les autres emprisonnés. Le plus haut dignitaire japonais, l'empereur Hirohito, n'est pas poursuivi, car les Alliés estiment qu'il était le garant du traité de reddition, voire de la stabilité du Japon. Alors évidemment, à Nuremberg comme à Tokyo, ce sont des tribunaux militaires mis en place par les Alliés et qui rendent forcément une justice de vainqueur. Les crimes de guerre commis par les Alliés, comme les bombardements de Dresde, de Berlin, de Hiroshima, de Nagasaki ou même le massacre de Katyn, échappent à toute poursuite. Cette idée de justice internationale, en fait, va se refermer avec la période de la guerre froide, qui permet à nouveau les impunités. Les crimes de Pol Pot au Cambodge, de Pinochet au Chili,
Les bombardements des B-52 sur les civils au Laos, au Vietnam, décidés à la Maison-Blanche, ne font donc pas alors l'objet de poursuites internationales. Or, cette justice se remet justement en route dès la fin de la guerre froide, avec le conflit en Yougoslavie. Un tribunal international est créé dès 1993, et quelle est la situation au moment de sa création? Les forces serbes occupent 70% du territoire bosniaque, elles bombardent la ville de Sarajevo, dont elles feront le siège pendant plus de 3 ans. La politique de nettoyage ethnique, l'existence de camps de concentration en Bosnie sont connues, et l'opinion publique internationale demande aux États occidentaux d'agir. Or, ceux-ci ne parviennent pas à rétablir la paix. Les soldats de la force ONU n'ont pas un mandat suffisamment clair, ni les moyens de protéger la population. Donc la création d'un tel tribunal avait pour objectif de poursuivre les responsables de violations du droit international humanitaire, mais en réalité, il servait aussi aux Européens et à Washington à masquer leur impuissance sur le terrain. La preuve, cela n'a pas empêché le massacre de Srebrenica en 1995. Donc ces gouvernements vont tantôt utiliser le tribunal pour faire pression sur les responsables des exactions, et en même temps empêcher que la justice soit un obstacle à une solution négociée. Car de fait, comment amener Milosevic à la table des négociations si dans le même temps il est accusé d'être le principal instigateur des exactions? D'où la difficulté de rendre justice alors que le conflit lui-même est en cours. Depuis 1993, le tribunal pour la Yougoslavie a mis en accusation 161 personnes, 121 procédures sont closes, 11 personnes sont acquittées, 61 sont condamnées à des peines d'emprisonnement, 40 affaires sont en cours et le tribunal doit fonctionner jusqu'en 2013. Sauf que Milosevic est mort avant la fin de son procès, Ratko Mladic, le commandant de l'armée des Serbes de Bosnie, se cache toujours, et Radovan Karadzic, ancien chef politique des Serbes de Bosnie, a pu être arrêté, mais 12 ans après le mandat d'arrêt délivré contre lui. Donc ce tribunal a un bilan mitigé qui s'explique beaucoup par le manque de coopération des États, notamment pour arrêter justement les principaux accusés. Deuxième tragédie qui contribue au XXe siècle à l'émergence de la justice internationale, c'est le Rwanda, où en avril 1994, le parti Hutu au pouvoir organise le génocide de 800 000 Tutsis et opposants Hutus. La communauté des États ne parvenant pas ou ne cherchant même pas à empêcher les massacres, 7 mois après le début du génocide, le Conseil de sécurité crée un tribunal pénal international pour le Rwanda. Il est compétent pour juger les crimes de génocide et les violations du droit humanitaire. En 15 ans, le tribunal qui siège à Arusha en Tanzanie a inculpé 77 personnes, plusieurs ministres du gouvernement rwandais de l'époque sont en prison, 49 affaires sont closes et 10 accusés sont encore en fuite. En fait, on lui fait le reproche d'avoir été très lent, ce qui a aidé les avocats de la défense à contester sa légitimité. Son fonctionnement a coûté environ 1 milliard de dollars, et comme il siège en Tanzanie, il a été en fait trop éloigné des populations concernées. Alors d'autres formes de juridiction pénale ont été expérimentées, à savoir les tribunaux mixtes, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois internationaux, puisque soutenus en moyens et en personnel par les Nations Unies, et nationaux, puisqu'ils sont inscrits dans le droit national. Au Timor oriental, une cour spéciale a été créée pour les crimes commis par les milices et les militaires indonésiens au moment du référendum sur l'autodétermination en 1999. Mais cette cour, basée à Dili, au Timor, a buté sur le fait que les principaux suspects étaient en Indonésie, cet État refusant de coopérer avec la juridiction. En Sierra Leone, le tribunal, basé à Freetown, doit fermer ses portes début 2011. Il aura jugé 8 responsables de la guerre civile. Charles Taylor, le président du Libéria voisin, enfin livré par le Nigeria où il s'était réfugié, a été arrêté dans ce cadre pour meurtre, mutilation, esclavage sexuel, utilisation d'enfants soldats. Le Cambodge a d'abord refusé un tribunal des Nations Unies sur les crimes commis par les Khmers rouges, invoquant le respect de sa souveraineté. Après des années de négociations,
ce sont finalement des tribunaux cambodgiens assistés par les Nations Unies qui tentent de juger les responsables Khmer Rouge encore en vie pour des crimes commis il y a plus de 30 ans. Et puis il y a aussi le tribunal spécial pour le Liban qui a pour mission de poursuivre les auteurs présumés de l'assassinat de l'ex-premier ministre Rafik Hariri et d'autres attentats terroristes. Eh bien, cela aussi est une nouveauté. Alors que peut-on retenir de ce panorama de la justice internationale? En condamnant pour la première fois quelqu'un pour génocide, en qualifiant le viol comme composante du génocide, en faisant comparaître des chefs d'État, les TPI ont donné une crédibilité à la justice internationale, malgré leur lourdeur et leur coût. Depuis 2002, un nouvel acteur est apparu, c'est la Cour pénale internationale. C'est un organe permanent cette fois. Eh bien, comment cette Cour parvient-elle à exister entre le respect de la souveraineté légitime des États et le besoin de l'égalité internationale? Eh bien, je vous en parlerai en détail dans un prochain numéro. Vous pouvez lire utilement Droit international humanitaire, un petit livre aux éditions Ellipse, et un livre édité aux éditions d'Ormesson, La traque, les criminels de guerre et moi, et c'est écrit par Carla Del Ponte, l'ancienne procureure générale du tribunal pour la Yougoslavie et du tribunal pour le Rwanda.